Collet. Bonjour, M. Trump. Pour ne citer que quelques-uns de vos nombreux titres, vous avez été conseiller d'État, professeur des universités, et vous êtes aujourd'hui membre de l'Académie de médecine. Vous avez été nommé le 19 avril 2023 par le président de la République en qualité de président de la Haute Autorité de Santé. Vous avez bien voulu accepter l'invitation de l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques pour donner une conférence le 7 février dernier sur la qualité de notre système de soins. Vous avez, dans cette conférence, particulièrement insisté dans la présentation de la HAS sur les 3 caractéristiques de cette institution. Il s'agit d'une autorité publique indépendante, son expertise est d'ordre scientifique et transparente. Ce sont les valeurs de la HAS? Absolument. 3 valeurs pour la HAS, mais permettez-moi d'abord de dire que c'est un plaisir pour moi d'intervenir devant l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, puisque j'ai l'honneur d'être décoré des Palmes académiques en 97, donc 27 ans après, pouvoir parler devant les membres, c'est toujours un plaisir. Deuxième point que je voudrais préciser, lorsqu'on parle des Palmes académiques, on pense à l'éducation, et on pense donc à la manière que l'on peut avoir de transmettre des connaissances. Ici même, à la Haute Autorité de Santé, nous sommes une autorité publique indépendante. Nous sommes là pour évaluer, expertiser la qualité du système de santé. Et à des fins, ce qu'on dit classiquement, ce qu'on appelle de régulation, notamment qu'est-ce qui doit être admis au remboursement ou non. Et effectivement, 3 valeurs, l'indépendance absolue, la transparence et aussi et surtout la rigueur scientifique. C'est-à-dire que nos avis, nos expertises ne reposent jamais sur des arguments d'autorité, mais toujours sur la science. Alors, indépendance, comment l'Assemblée nationale qui a voté la création de cette institution a pensé, et comment vous pensez cette indépendance? On va être clair, sans reprendre toute l'histoire. Il y a eu d'abord des autorités administratives indépendantes. La première a été la fameuse CNIL, 78. 2003, pour la première fois dans la loi, on voit arriver les termes d'autorité publique indépendante. C'est pour l'autorité des marchés financiers. Et puis ensuite, c'est la HAS en 2004. Puis il y a une loi en 2017 qui a été une loi relative à ces autorités indépendantes et qui a précisé ce qu'elles étaient. Les autorités administratives, les autorités publiques. Il n'y a que 8 autorités publiques indépendantes. La HAS est la seule autorité publique indépendante en matière de santé. Alors, un point à préciser. La loi dit que les membres des autorités indépendantes, qu'elles soient publiques ou administratives, ne peuvent ni solliciter ni recevoir d'instructions de quelque autorité que ce soit, d'aucune autorité, dit le texte. Et en cela, il y a une indépendance. C'est-à-dire nos avis sont des avis émis, élaborés par une autorité, sur lesquels il n'y a aucune pression, aucune demande particulière. Ce qui n'empêche pas le dialogue, bien évidemment, avec les pouvoirs publics. Deuxième argument en faveur de l'indépendance, tous les membres du collège de la Haute Autorité de Santé, qui est la structure, on va dire, de gouvernance, sont des membres qui ont un mandat irrévocable de 6 ans. Ils sont nommés, comme vous l'avez dit, dans mon cas, désignés par le président de la République, c'est le cas du président, et les autres par les présidents des hautes autorités de l'État, que ce soit le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, ou encore par le ministre de la Santé. Et donc, une fois nommé, mandat irrévocable. Interdiction de recevoir des instructions, d'en solliciter, tout ça, ça garantit l'indépendance de la Haute Autorité de Santé en l'occurrence. Alors, il a pensé cette indépendance, mais quelle raison vous en donnez? Qu'est-ce qu'on penserait aujourd'hui qu'un État puisse décider du remboursement d'un médicament qu'il évaluerait lui-même? Quelle serait la capacité de son expertise, justement son indépendance, si d'emblée il y a une arrière-pensée, il coûte cher ou il ne coûte pas cher? Alors que nous, ce que nous expertisons, ce n'est pas l'aspect du prix, c'est est-il efficace, n'est-il pas efficace? Rend-il un service médical ou non? Est-ce qu'il en rend un supérieur à ce qui est proposé aujourd'hui? Et cela, ça peut être que l'indépendance. On peut sortir du médicament. Nous certifions les établissements de santé. Comment pourrait-on concevoir qu'un organisme issu du ministère de la Santé qui finance les établissements de santé serait lui-même qui serait capable de le certifier en toute indépendance, sachant qu'il y a aussi des établissements privés, d'autres types d'établissements. Donc pour toutes ces raisons, cela s'imposait, et ce n'est pas que le cas en France, mais qu'il y a une structure indépendante. En France, elle est très indépendante par rapport à d'autres États. Alors justement, parmi les 6 priorités stratégiques à l'horizon 2024 fixées par la HAS figure la nécessité de faire de l'innovation un moteur de l'action et en favoriser l'accès sécurisé. Comment cela fonctionne-t-il pour la mise sur le marché de médicaments innovants? Bon. Alors, je vais prendre un exemple très particulier. Pandémie Covid. Tout le monde a vu qu'il a été possible de produire un vaccin, d'en créer un et d'en produire en moins d'1 année. Sachant qu'avant, il fallait 10 à 12 ans pour produire un médicament.
parce qu'il y a des technologies nouvelles, qu'il y a des techniques innovantes. Alors, on sort de la pandémie, on sort du Covid. Tout le monde entend parler de médicaments révolutionnaires dans le cancer et dans d'autres pathologies. Seulement, il ne suffit pas que l'industriel dise qu'il est innovant et qu'il est révolutionnaire, encore faut-il qu'il soit expertisé et que la science nous démontre qu'il l'est. Et le législateur, en 2021, a créé pour les médicaments innovants ce qu'on appelle les autorisations d'accès précoce. Je résume, il s'agit d'une maladie rare, grave ou invalidante. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui proposé, efficace. On ne peut pas différer le traitement quand il y en a un. Et arrive un traitement qui est présumé innovant. Eh bien, l'industriel peut nous demander de l'expertiser. S'il remplit tous les critères, la haute autorité de santé, dès lors, peut autoriser l'accès précoce. Et à ce moment-là, le médicament est tout de suite disponible. Immédiatement, au prix de l'industriel. Oui. Mais l'industriel ensuite négocie le prix pour le remboursement avec un comité qui s'appelle le comité d'évaluation des produits de santé, comité économique des produits de santé, et ensuite le prix final est fixé, et l'industriel remboursera la différence, bien évidemment. Mais je veux dire, on a une capacité en France d'aller très vite, et nous disposons que de 90 jours quand on nous propose ça, pour pouvoir répondre à la question d'accès précoce. Et vous y répondez dans ces temps? Ah oui, nous sommes alors vraiment, notre médiane de tous nos dossiers est nettement en dessous de 90 jours, ce qui fait que plus de la moitié est nettement en dessous, environ plus près de 80-85 jours. Ce délai. Ce qui fait que, contrairement à l'idée reçue, la France est le pays d'Europe qui va le plus vite pour proposer à des patients des médicaments innovants. Un chiffre, nous avons testé, évalué plus de 200 médicaments innovants en 2 ans. Dans 80% des cas, nous avons dit oui, il y a un accès précoce. Dans 20%, on a dit non. Nous considérions qu'il n'y avait pas suffisamment d'arguments pour le faire. Ces 80%, ça a eu pour conséquence qu'il y a eu 100 000 patients en France atteints de maladies très graves et qui ont pu en bénéficier. Et qui surtout en ont bénéficié avant que le médicament soit évalué, ce qu'on appelle dans le droit commun de manière normale. Donc ça, c'est véritablement une de nos missions. Alors je parle du médicament, c'est vrai pour des dispositifs médicaux, mais il y a un ensemble de possibilités en France d'aller très vite dans ces évaluations. Alors vous avez parlé des établissements de soins, justement, cette évaluation de l'offre de soins figure également parmi les priorités stratégiques de la haute autorité de santé. Comment expertisez-vous la qualité des établissements de soins et quelle est la situation aujourd'hui? Alors il faut savoir que dès 2004, quand la haute autorité de santé est créée, la loi prévoit cette mission, une mission qui est même de certification des établissements de soins. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 2500 établissements de soins, c'est-à-dire hôpitaux, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient sans but lucratif ou à but lucratif. Chaque établissement a l'obligation d'être soumis à certification une fois tous les 4 ans. Et ça, c'est la HAS qui le fait. C'est nous qui élaborons le référentiel, 132 critères. C'est nous qui recrutons des experts spécialistes qui sont des professionnels de santé, qui organisons les visites et qui ensuite statuons sur certification, non-certification. Alors juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui sur 2500 établissements certifiés dans la nouvelle certification, on a les résultats sur à peu près 1200, donc un peu plus de la moitié, environ la moitié. Aujourd'hui, à peu près 84-85% des établissements sont bien certifiés. Ils sont bien certifiés, certains sont même très bien certifiés, c'est 24%, comme une certification haute qualité des soins, on va dire l'hôtel 5 étoiles, je veux dire, tout se passe bien sur la sécurité. Mais 16% ne sont pas bien certifiés. Il y en a 3% qui ne sont pas certifiés du tout. Et il y a 13% qui sont certifiés sous condition, c'est-à-dire qu'ils ont une année pour rentrer dans les clous ou malheureusement devenir non certifiés. Alors 3%, c'est un chiffre très bas, mais bien que ce chiffre soit bas, nous n'avons jamais eu autant d'établissements, ils sont près de 40, non certifiés dans notre pays. Alors vous allez me dire, c'est sur 2500, mais c'est quand même, il faut qu'on soit vigilant sur cette évolution, parce qu'il ne faudrait pas qu'on augmente à 5, 7, 8%, 10% un jour. Et est-ce que vous avez une photographie particulière de ces types d'établissements? Oui. Alors d'abord, il y a une disparité régionale. Il y a certains territoires, globalement, des établissements sont moins évalués. Alors il faut faire très attention, parce que dans ces territoires, il y a quand même des établissements très bien évalués. Mais ils en ont plus. Je peux citer les Pays de la Loire, je peux citer les Antilles, mais à l'inverse, il y a des régions où ils vont être très bien évalués. Je veux dire, la région PACA est plutôt dans des régions très bien évaluées en métropole. Et il y a une deuxième différence. Les centres de lutte contre le cancer, qui sont un peu moins de 20, sont globalement très très bien évalués. On n'en a aucun non certifié, aucun certifié sous condition. Les 3/4 sont même certifiés haute qualité des soins. Et puis vous avez malheureusement dans notre pays le cas particulier de la psychiatrie, où souvent les établissements sont vieux, sont vétustes, difficultés de recrutement, manque de personnel, et qui sont moins bien évalués.
souvent que d'autres établissements. Voilà. Alors, les priorités stratégiques fixées à la Haute Autorité de Santé vont jusqu'à 2024. Je suppose que vous travaillez sur la suite. On travaille sur le projet stratégique qui débutera en 2025. Voilà, et ma question serait la suivante. Comment vous avez pris en compte la crise sanitaire, qui a quand même été une grande particularité de la période passée, mais également l'actualité liée aux questions climatiques dans la stratégie de la Haute Autorité de Santé à venir? D'accord, alors ce sont deux questions différentes. Oui. D'abord, la crise sanitaire nous a conduit aujourd'hui, lorsque nous expertisons un établissement de santé, à demander des renseignements sur les ressources humaines. En gros, il vous manque-t-il ou non du personnel? Mais nous faisons aussi attention à l'état du personnel, car à la sortie, on ne le dit pas suffisamment, de la grande pandémie, beaucoup de personnel était épuisé, était éreinté. Donc on doit en tenir compte en même temps. Ce n'est pas un argument suffisant pour dire qu'un établissement est bon lorsqu'il est malheureusement dans une logique peut-être non certifiée. Mais ce sont des arguments qu'on doit vraiment entendre et voir comment on peut en tenir compte d'une manière ou d'une autre. Deuxième élément, les aspects santé-environnement. Nous avons élaboré une feuille de route ici, santé-environnement. On parlait d'évaluation des médicaments. Eh bien, nous avons dans notre évaluation des médicaments des questions qui relèvent totalement de l'environnement. Est-ce que le conditionnement d'un médicament répond à la posologie telle qu'elle est indiquée là-dedans? En d'autres termes, s'il est prévu qu'il y ait un comprimé par jour pendant 10 jours, est-ce qu'il y a uniquement des conditionnements de 30 comprimés ou non? Donc cela, nous le regardons. Un dispositif médical qui a une durée de vie limitée, quel est son devenir après son utilisation? Nous l'examinons. Donc là, nous l'avons totalement intégré. Mais ça va plus loin dans la certification des établissements de santé. Nous interrogeons également sur les gestions des déchets, l'élimination des déchets. D'ailleurs, je voudrais juste faire un point. Là, on parle de santé. La Haute Autorité, c'est de santé. Mais depuis maintenant 2018, elle intègre également tout ce qui relève des établissements sociaux et médico-sociaux. Et c'est nous qui indirectement les évaluons, indirectement parce qu'il y en a 40 000, c'est pas 2500, mais c'est nous qui élaborons le référentiel et qui avons le retour des évaluations. Et la mise au point, c'est la Haute Autorité de Santé également? Totalement, c'est nous qui élaborons le référentiel, en gros la grille. Oui. Des organismes agréés par le COFRAC, mais qu'importe, vont être capables d'évaluer les établissements en appliquant cette grille. Et leur évaluation revient vers nous après, pour qu'on ait la vision globale de l'évaluation des établissements en France. Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Existe-t-il votre équivalent à l'étranger et comment se situe la qualité des soins en France par rapport à ces pays étrangers, justement? Alors, on peut parler d'abord de l'Europe, peut-être. Oui, alors restons sur le plan européen. Il y a l'équivalent de structures type HAS partout en Europe, mais avec des différences notoires. Certains pays ont plusieurs HAS. Je m'explique. Ils sont dans une logique d'organisation régionale, Italie, Espagne, il y en aura plusieurs. D'autres ont des structurations, on différencie nos différents métiers. Nous, on a un métier qui est celui d'évaluation des produits de santé, mais on a aussi d'évaluation des établissements et aussi d'élaboration de recommandations de bonnes pratiques. Et il n'y a pas de pays, à ma connaissance, qui peut afficher la totalité vraiment de ces trois secteurs. En plus, en France, on a une agence du médicament, totalement indépendante de nous. Dans certains pays, c'est la même structure, à l'agence du médicament et l'évaluation des produits de santé. Donc, il y a une structuration européenne, globalement. Il n'y a pas d'équivalent absolu de la HAS, même si nous servons beaucoup de modèles à de nombreux pays, notamment d'Europe du Sud, pour savoir comment nous nous organisons et tout. Alors maintenant, si on regarde à l'étranger. À l'étranger, nous sommes aussi regardés de près. Nous travaillons, nous avions la visite de collègues libanais qui voudraient s'inspirer effectivement du modèle français pour le Liban. Donc là, nous sommes vraiment présents, pareil en Afrique, nous y sommes. Difficile de comparer nos situations. Prenons les États-Unis. Absence d'assurance maladie, il y a Medicare certes, mais il n'y a pas de sécurité sociale. Donc la question de l'expertise du médicament à des fins de remboursement ne se pose pas du tout de la même manière. Merci Lionel Collet d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous, c'était très agréable d'avoir cet échange.